Bien le bonjour, nous sommes en sciences appliquées dans les métiers de l'alimentation, Bac Pro, CAP, BP, et nous allons nous intéresser aujourd'hui aux parasitoses alimentaires. Donc comme vous le voyez, on est dans l'alimentation toujours, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mot parasitose. Alors à votre avis, qu'y a-t-il comme base dans parasitose? Oui, je pense que vous avez bien trouvé, ce sont les parasites. Bravo! Alors, quels sont les objectifs de ce cours? Eh bien, c'est d'être capable de citer les parasitoses alimentaires les plus courantes. Donc, vous verrez selon votre référentiel. Également, il faudra préciser pour chaque exemple de parasite son aliment responsable, son mode de transmission, puis justifier les précautions mises en œuvre pour les éviter. Donc là, il s'agit de la santé. Le mot justifier est important, c'est-à-dire qu'il faudra dire pourquoi. Je vous laisse noter sur votre cahier en vert ces objectifs comme on a l'habitude après avoir noté le titre principal. Les sources, pas la peine de les recopier, c'est juste pour savoir ce sur quoi je me suis basée. Et en fait, vous aurez besoin ultérieurement de votre livre habituel, de la Grave Lanor, avec les références du livre, page 58, 69 à 72 et la page 205. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quel genre de parasite vous connaissez. Je pense que vous connaissez le ver solitaire. Alors, lui, il s'appelle le ténia, en fait. Donc, c'est le ténia du bœuf dont on va parler dans votre leçon, entre autres. Vous verrez également dans un instant la douve du foie dans le cadre de la situation du cours. Et vous aurez l'occasion, entre autres, de voir l'anisakis que l'on retrouve dans le poisson. Voici quelques photos pour un peu vous rendre compte de ce genre de parasite. Bien sûr, pour la douve du foie, elle a été grossie au microscope. Allez, c'est parti. Voici un foie, désolé pour les âmes sensibles. C'est un foie de bœuf qui a été coupé au laboratoire. On va voir la situation dans un instant. Donc, c'est une véritable photo. Et on découvre ici une douve. En fait, le foie a été coupé pour vérifier s'il n'y avait pas de parasites. Et, oups, la douve s'est sauvée. Donc, on voit un peu son chemin. Et on va la voir ultérieurement sur une vidéo complètement sortir et avancer. C'est un peu bizarre quand même. Comment un parasite arrive à vivre sur un foie d'un animal mort? Ça, c'est intéressant comme question. Donc, l'animal est mort. Son foie va abriter un parasite qui, lui, vit encore. Très bonne question et vous allez pouvoir y répondre dans un instant. Alors, la situation est la suivante. Sachez que c'est une véritable situation qui s'est passée en novembre 2016, mais par respect pour le veto qui m'a fait partager ces photos et ces vidéos, j'ai transformé le nom. Très important la situation. Vous allez démarrer à l'examen, mais même dans vos évaluations courantes, par une situation. De là, vous aurez des questions. Bien. Ne notez pas cette situation, écoutez-la. Docteur Charline Douteux, vétérinaire, effectue une inspection sanitaire dans un abattoir. Elle scrute chaque bœuf découpé. L'objectif est de faire en sorte que la viande ne soit pas infestée par un ou des parasites. Si tel est le cas, l'animal, la carcasse ou les abats sont saisis du fait d'un motif impropre à la consommation. Une enquête est alors effectuée. Le docteur Douteux découvre une douve dans le canal biliaire d'un bœuf. Il faut s'interroger sur ce que sont les parasitoses alimentaires, leur mode de transmission et les précautions à prendre dans ces situations. Alors, qui dit parasitose dit, vous l'avez trouvé tout à l'heure, parasite. Mais qu'est-ce qu'un parasite? Essayez de chercher par vous-même avant de regarder la réponse. Aidez-vous de la douve qu'on a vue dans le foie alors que l'animal était mort. Donc oui, c'est un être vivant, un parasite, puisque je vous ai expliqué que la douve bougeait, qui puise ses ressources dans l'organisme d'un autre être vivant que l'on appelle hôte. Alors vous allez me dire, mais le bœuf est mort? Oui, le bœuf est mort, mais le foie, il lui reste encore des cellules visqueux, il est visqueux, et donc le parasite, comme la douve, s'y retrouve largement. Vous pouvez voir la taille du foie par rapport au parasite, et il trouve encore sa nourriture. Donc je vous laisse noter cette définition, sachant qu'une petite précision, en matière d'alimentation, ces parasites peuvent être des vers plus ou moins gros qui prolifèrent dans l'intestin.
Donc ça, on va le voir pour chaque parasite et parasitose. Très bien, une fois avoir noté tout ceci sur votre cahier, nous allons nous interroger sur qu'est-ce qu'une parasitose alimentaire. Donc je vous laisse un temps de réflexion, quitte à mettre sur pause cette vidéo. Alors oui, on va retrouver le mot parasite dans parasitose alimentaire. Donc c'est lorsque certains aliments contaminés et mal cuits peuvent transmettre des parasites aux humains et les rendre malades plus ou moins gravement. Ce type de maladie s'appelle une parasitose alimentaire. Donc là, en fait, parasitose, c'est bien la maladie qu'il faudra retenir. Alors ici, on s'intéresse aux humains puisqu'on fait un cours dans les métiers de l'alimentation, mais cela concerne également nos animaux et certains végétaux qu'il ne faut pas ignorer, puisque certains d'entre vous mangent crus, notamment les crudivoristes, mais pas que. Et donc, le simple fait de laver certains fruits et légumes ne suffirait pas, d'après les scientifiques, pour éliminer certains parasites. Donc, soyez vigilants. Ok, c'est bien beau tout ça, les définitions, parasite, parasitose, mais j'aimerais vérifier tes prérequis. Tu as vu précédemment l'appareil digestif et oui, tu auras certainement un schéma, notamment un PSE. Je sais que nous sommes en sciences appliquées, mais c'est l'occasion de réviser et puis surtout de comprendre ce qui se passe. Alors voici, tu as plusieurs solutions. Soit tu mets cette vidéo sur pause et tu complètes, soit je t'invite à aller sur un autre site. Tu tapes Jeux pédago, système digestif et tu vas tomber directement dessus. Donc il suffit, tu vois, de cliquer ici sur jouer et on va te poser des questions. Donc où est le foie? Et tu vas pouvoir cliquer ici quelque part à ta gauche ou ici quelque part à ta droite. Donc regarde, si je clique sur le foie, il me donne la bonne réponse. Question suivante, l'œsophage. Alors je vais faire exprès de me tromper. Je vais taper sur l'estomac et regarder ce qui se passe. Tu te trompes. Une deuxième fois, je me trompe. Peu importe où j'appuie. Et la troisième fois, l'ordinateur va m'aider, donc si je ne suis pas à côté de toi pour le faire, et va m'indiquer la réponse. Et je pourrai rejouer autant de fois que je veux. Bien super, maintenant que tu t'es bien entraîné sur l'appareil digestif en toute autonomie, on va s'intéresser au ténia. Pour ce faire, je t'invite à regarder une vidéo. Alors cette vidéo vient de Allo Docteur. Alors c'est le ténia, vous connaissez ça peut-être, c'est ce fameux ver solitaire qui, une fois dans l'intestin, n'en ressort qu'à coup de médicaments. Sinon il va s'installer et se nourrir de ce que vous mangez. Du coup, c'est une bonne façon de perdre du poids, mais enfin, ça n'est pas très sain. Il y a deux espèces de ténia, toutes les deux sont capables d'infester l'homme. Le ténia solium, qui est présent chez les porcs, et le ténia saginata, qui est d'origine bovine. C'est lui le plus fréquent qu'on trouve à l'état adulte dans le tube digestif. Regardez un peu à quoi il ressemble. Voilà, c'est ça, ce ténia, c'est sympathique. Le ténia solium peut entrer et coloniser l'organisme sous sa forme larvaire, ce qui le rend beaucoup plus dangereux. Dans certains pays, c'est vrai qu'on pense systématiquement à ce ténia, non pas devant des troubles digestifs, mais devant des troubles psychiatriques, parce qu'il peut exceptionnellement, et c'est heureux, y avoir des kystes dus au ténia dans le cerveau. Alors, pour faire le diagnostic de ver solitaire, c'est assez simple. Il faut faire une analyse de selles dans lesquelles on va retrouver les anneaux. Je ne sais pas si on va revoir cette photo. Peut-être, vous voyez qu'il est vraiment formé de tout petits anneaux qui vont se détacher les uns après les autres. Ils vont être évacués par le tube digestif. Parfois, ces anneaux, on les retrouve dans les sous-vêtements, hein, sous forme de petits trucs blancs bien secs. Le diagnostic est facile à faire, surtout qu'il n'y a pas toujours de symptômes associés. Parfois, on peut avoir mal au ventre. En tout cas, une fois le diagnostic établi, on va prendre un vermifuge prescrit par le médecin, souvent en 2 fois, et le ver sera tué et ensuite éliminé par les selles. Alors ça prend un peu de temps parce que c'est un ruban de plusieurs mètres qui va partir sous forme d'anneau. Quant aux croyances populaires, par exemple le fait que le ver pourrait ressortir par la bouche, c'est faux. C'est vrai que ça inquiète, mais c'est faux. Ouais, c'est faux. Il va vers le bas, mais il ne remonte pas. Il y a une autre idée qui dit qu'en se mettant le derrière au-dessus d'une bassine de lait, ça le ferait sortir. C'est faux. Non, mais c'était pour qu'il y ait des gens qui ont envie d'essayer. Non, on peut essayer. Oui, c'est pas dangereux, mais ça va pas marcher. Bien, suite à cette vidéo tout à fait sérieuse avec un peu d'humour,
Je vous demande quelle est la définition d'un ténia. Rappelez-vous, on en a parlé en début de séance. Oui, effectivement, c'est celui qu'on appelle également ver solitaire. Et donc, dorénavant, on va parler d'un parasite. Il parasite les intestins des humains, mais pas que. Alors, il y a 3 espèces de parasites possibles. Vous avez pu en entendre 2, je pense, dans la vidéo. Donc, vous avez le ténia du porc, vous avez le ténia du poisson et vous avez le ténia du bœuf. Bien. Je vais vous laisser noter ce qui est indiqué, c'est-à-dire que le ténia, bon, selon les sources médicales, peut atteindre 6 à 8 mètres, c'est quand même énorme, dans les pays sans surveillance médicale. En Europe, apparemment, il ne dépasserait pas les 2 mètres. Bon, il y a quelques cas exceptionnels. Et souvent, on le détecte assez rapidement dans nos pays puisqu'il y a un suivi médical. Quelle est son origine? Ben, vous avez eu la réponse dans la vidéo. Consommation de viande ou de poisson mal cuit, voire cru, et qui contiennent, parce que toutes les viandes n'en contiennent pas, hein, attention, donc il faut les 2 éléments, qui contiennent des larves de ténia. Donc, à ce moment-là, le consommateur sera contaminé. La larve va s'accrocher dans vos intestins, hein, le docteur parlait d'anneaux, et chaque anneau va venir se greffer, puis se développer et grandir en se nourrissant de nos cellules. C'est la pure définition d'un parasite, d'accord? Il va venir vivre, se parasiter, se greffer à nous qui sommes vivants. Alors, il y a quelques symptômes possibles et différents selon les gens. On peut à la fois être boulimique, c'est-à-dire qu'on va manger beaucoup, comme on peut maigrir, comme il s'avère que parfois on peut avoir les deux. On peut aller jusqu'au vomissement. Alors ça, ce sont des symptômes assez classiques. On pourrait croire que c'est un problème de digestion, alors que c'est parce que nous avons le ténia, ou pas, bien sûr. On peut avoir des diarrhées, on peut avoir des douleurs abdominales. Donc, on peut en fait avoir des symptômes bateaux sans se rendre compte que l'on porte le ténia. Bien, voici un ver solitaire, donc âme sensible, pardon, s'abstenir. Mais non, c'est pas trop gore, ne vous inquiétez pas. Donc, on retrouve le même copain vétérinaire qui a coupé la viande. Donc, on voit bien que c'est le muscle donc du bœuf. Et il a découvert aussitôt un ver solitaire. Donc, top pour avoir une photo dans un abattoir en Belgique, pour pas le citer, bien entendu. Alors, quelles sont les mesures d'hygiène pour éviter d'attraper le ténia? Eh bien, si vous vous souvenez de la définition que vous avez notée tout à l'heure, on a parlé qu'on pouvait l'attraper dans des ingrédients mal cuits, donc notamment la viande. Donc, à vos réponses. Oui, c'est ça. Il faut bien faire cuire la viande. Mais attention, on va vous demander des précisions au bac, mais aussi dans vos cuisines ou chez vous. Bien faire cuire, c'est combien? Quelle température? Alors, selon le type de viande, on va osciller à un minimum de cuisson entre 75 et 85 degrés Celsius. Concernant le poisson, quelle est la solution des mesures d'hygiène? Oui, tout à fait. Également bien faire cuire. Mais attention, il faut être précis. Alors à la maison ou en cuisine, il faut un minimum de cuisson de 70 degrés Celsius. Bien, il nous reste les sushis, les tartares, donc viande ou poisson cru. Donc là, il n'est pas question de cuisson. Eh bien, il faudra faire attention à la fraîcheur du produit et de sa provenance. Selon certains pays, certains endroits, il faudra être vigilant. Je vous laisse noter tout ceci, puis je vous invite à vous exercer sur les activités qui sont à la page 69 de Delagrave Lanor. Je vous mettrai les corrections ultérieurement. Ainsi, grâce aux activités que vous venez de réaliser, page 69, vous avez pu en déduire le nom de cette parasitose alimentaire, donc de la maladie, qui est... Oui, le téniasis. La vidéo suivante sera sur la douve du foie, entre autres, et j'espère avoir pu vous aider. À bientôt!